Philippe Claus a enfilé le costume de bourgmestre de la ville de Bruxelles en 2017 à la suite du scandale du SAMU social. Avec sa carrure de rugbyman, il fallait un costume à sa taille, lui qui a pendant des années œuvré dans l'ombre auprès d'Elio Di Rupo ou encore Freddy Tillmans. Fan de métal et d'Anderlecht, il a la réputation d'être fidèle en amitié et d'aimer les bains glacés. Alors est-ce vrai? C'est ce que nous allons découvrir car Philippe Claus est l'invité d'À travers le miroir cette semaine. Philippe Claus, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à travers le miroir. Alors pendant une demi-heure, on va apprendre à vous découvrir, à voir qui il y a derrière cette carrure imposante. C'est quand même une particularité chez vous, hein, on va dire. Donc je fais beaucoup de sport. On va dire ça. Et vous savez, dans cette émission, il y a une règle, on ne se regarde donc qu'à travers ce miroir. Avant qu'on revienne sur votre histoire personnelle, moi j'ai envie de vous demander déjà comment vous vous sentez dans ce fauteuil. Bien, détendu, c'est bien. Non, franchement, c'est des moments à pouvoir un peu prendre le temps. Dans des interviews, c'est pas souvent. Souvent, on doit trouver notre réponse en 30 secondes. Donc pourquoi pas? Donc pour le moment, tout va bien. Et le miroir, est-ce que c'est un objet que vous utilisez régulièrement, que vous fuyez plutôt? Comment vous vous jugez aussi? Déjà, tous les matins, je me rase, moi. Je sais que c'est la mode des barbes, donc, mais moi, je suis pas très barbe. En vacances, parfois, je la laisse pousser, mais je n'aime pas ça. Donc déjà, le miroir, je suis devant le miroir tous les matins. Et non, moi, je n'ai pas de problème avec les miroirs. Me regarder, je ne suis pas narcissique, mais ça ne me pose pas de problème de passer devant un miroir. Et par rapport au temps qui passe? Ah, il passe trop vite, ça c'est sûr. Franchement, c'est tout le temps. On a vraiment cette impression qu'on n'arrive pas à le rattraper. Alors, principalement par rapport à sa famille, mais aussi par rapport aux activités professionnelles. Hein. Donc, oui, ça passe beaucoup trop vite. Évidemment, actuellement, on est aussi dans un monde où l'image joue un rôle prépondérant. Sur les réseaux sociaux, vous êtes assez actif. Est-ce que c'est vous qui les gérez? Comment vous avez envie que les autres vous perçoivent aussi? Non, j'ai quelqu'un évidemment qui s'occupe de ça avec moi. On a une équipe com avec un porte-parole et une community manager, comme on dit, et qui ont beaucoup d'idées. Ils sont très jeunes et ils ont plein d'idées. Et j'avoue que j'aime bien me prêter au jeu. Le seul problème, c'est de trouver le temps pour communiquer dans des journées qui sont très remplies. Parce qu'en fait, ces réseaux sociaux, ils sont souvent très critiqués. C'est vrai que les commentaires sont souvent négatifs, mais ils nous permettent quand même de toucher les gens un peu différemment. Je veux dire, on n'est plus dans le tract, la chose classique, et parfois ça permet de faire passer des messages très rapidement, des messages politiques, des messages d'information. Non, honnêtement, ou parfois des messages ludiques un peu rigolos, de montrer ce qu'on aime et qui on est, quoi. Donc moi, je trouve ça plutôt amusant, les réseaux sociaux. Après, voilà, ceux qui ont envie d'y déverser leur frustration et leur haine, tant pis pour eux. Pour le reste, voilà, si vous n'aimez pas les messages, vous n'êtes pas obligé de suivre ma page. On ne s'abonne pas, effectivement. Comment vous réagissez quand il y a des messages critiques? Bon, c'est bien, les gens, s'ils sont critiques construits, si c'est des insultes, on ne les lit pas trop. Après, je dis toujours à mes équipes que quand les gens nous engueulent, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'ils croient encore qu'on va pouvoir changer les choses, donc il faut écouter ça. Juste la limite, c'est la grossièreté et l'insulte. Mais si ce n'est pas le cas, c'est normal que les gens viennent dire ce qui ne va pas. Moi, je trouve ça totalement normal et les gens m'abordent pour ça. Ils m'abordent aussi parfois pour dire, évidemment, quand ils sont contents. Mais généralement, quand on écrit à une administration, à un homme politique, c'est parce qu'on a un problème et on pense que cette personne peut régler ce problème. Donc, il ne faut pas le voir négativement. Et est-ce que vous trouvez que ça a changé quand même la manière de faire de la politique aussi? Il y a eu l'immédiateté. Ça, c'est vrai que les temps sont beaucoup plus courts, quoi. Donc, l'actu se succède à une vitesse incroyable. Il faut pouvoir réagir très vite. Or, parfois, la politique a besoin d'un temps long. Il y a des choses qui prennent plus de temps. Je dis souvent que notre principal ennemi, c'est le temps. Ce n'est pas les partis d'opposition, ce n'est pas des mouvements qui seraient contre nous, c'est que les choses prennent trop de temps. Et parfois, médiatiquement, alors là, il faut répondre très vite. Même parfois avoir le courage de dire qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas vous répondre tout de suite parce qu'on n'a pas la réponse. Ça, c'est sans doute une qualité qu'il faut conserver. Alors, on va le remonter, le temps, on va essayer en tout cas. Vous êtes né en 71, oui, dans le Namurois. À Namur même. Et à Namur même, et puis après vous allez très vite à Liège. En fait, j'y habitais déjà, mais mes parents étaient de Namur, mais je n'y ai jamais vécu. Donc j'ai plein de familles à Namur, mais je n'ai pas vécu là. Mes parents étaient déjà à Liège, et où j'ai grandi jusqu'à mes 11 ans. Comment elle se passe votre enfance? Moi, j'ai une enfance super privilégiée. Hein. Franchement, je ne vais pas me plaindre. J'ai eu des parents fantastiques, j'ai des frères géniaux.
On s'entend tous super bien. Malheureusement, notre père est décédé assez jeune. Il est mort à 58 ans, j'en avais 29. Mais moi, j'ai eu vraiment une enfance chérie que je souhaite à tout le monde et que j'essaie de donner à mes enfants. Donc, je le dis parce que je leur dois beaucoup et on a gardé avec mes deux frères une vraie force familiale vraiment extraordinaire. J'ai une super famille, je ne peux pas dire autre chose. Vous êtes celui du milieu, c'est ça? Oui, exactement. J'ai un grand frère et un petit frère. C'est difficile parfois de se faire la place justement quand on est celui du milieu. Comment Bon, on est l'emmerdeur. Hein. Ouais. On est l'emmerdeur. Moi, je crois que celui du milieu, mes parents, ils ont souffert quand même avec moi. Franchement, c'était pas simple tous les jours. J'ai mon grand frère qui est un peu le patriarche, qui est un type sérieux, mais qu'en même temps super jovial, tout le bazar. J'ai le petit frère qui est le petit génie, qui est le médecin, cardiologue, qui a fait des études incroyables, qui a fait de la recherche, tout ça. Et puis mon milieu, comme je ne savais pas faire grand-chose, j'ai fait le droit et puis j'ai fait la politique. Juste pour rire. Mais c'est vrai que j'ai donné des sueurs froides sans doute à mes parents aussi quand j'étais plus jeune, même si, je vous le dis, on a vraiment eu de la chance tous les trois d'avoir eu des super parents, quoi. Vous étiez un peu casse-cou? Oui, plutôt turbulent en classe. Oui, j'ai eu voilà, un parcours scolaire qui n'est pas toujours facile. J'ai même été renvoyé d'une école de la ville de Bruxelles. Donc, et j'avoue que j'étais à Robert Cateau, en venant de Liège. D'abord à Liège, j'étais d'abord dans l'école du Jardin botanique, puis je suis venu à l'école de la Petite Suisse, qui est l'école rue Élise, à Ixelles, et puis en 6e primaire. Puis je suis parti à Cateau pendant 4 ans. Puis j'étais renvoyé, qu'on avait à l'époque des codes d'éducation. Je reconnais, j'étais sans doute un peu trop vraiment turbulent par rapport au professeur. Et je reconnais qu'après, j'étais à Chai-Janssens, retour vers Ixelles, où là, j'ai eu un préfet qui s'appelait Francis Bonnet, qui est un préfet qui a profondément modifié Chai-Janssens. Et c'est vraiment une école qui m'a sauvé. Moi, j'ai vu plein de mes camarades trébucher. Vous savez, quand vous rentrez en 4e, c'est un peu un passage. Et Chai-Janssens, c'était vraiment une école qui aidait les gens à se développer. Je ne sais pas si je serais arrivé à l'UNIF si je n'étais pas passé par Chai-Janssens. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Qu'est-ce qui vous convenait mieux? Je crois que j'ai toujours été un peu dans une espèce de révolte, indignation, tout ça comme on peut être, qui est assez normal et que je trouve même positive. Et je ne rentrais pas dans le moule que voulait une école comme Cateau, et je ne leur reproche pas. C'est pour ça qu'on a la chance en communauté française d'avoir plein de sortes d'écoles avec plein de types de pédagogie. Elle ne me convenait sans doute pas, et Chai-Janssens me convenait très bien. Et donc voilà, donc je ne stigmatise pas mon ancienne école, je devais être vraiment un emmerdeur, je le reconnais. Et de l'autre côté, je sais ce que je dois à Chai-Janssens, et je leur dis souvent d'ailleurs, parce que quand ils m'invitent pour un débat politique, je dis toujours que je dois beaucoup à cette école et que j'oublie pas ce qu'ils ont fait pour moi. Votre père, il était banquier, il aurait voulu que vous rentriez dans le moule à l'époque C'était bizarre, quoi. Alors, on était tous les trois assez actifs à l'université, donc mes frères et moi, et dans les mouvements étudiants. Mon petit frère en médecine était étudiant administrateur, puisqu'à l'ULB, il y a des étudiants qui siègent au conseil d'administration. Mon grand frère, lui, il dirigeait le journal de la faculté de droit aussi, donc on avait tous un engagement qui parfois nous faisait perdre qu'on était aussi à l'UNIF pour étudier. Donc ça, c'était aussi les choses. Mais ils nous ont toujours laissé faire ce qu'on voulait. Franchement, je vous le dis, on était dans un milieu vraiment privilégié. Donc c'est vrai qu'on avait plutôt cette destination d'aller à l'université après l'école, alors qu'en fait, ce n'est pas non plus le destin de tout le monde. On peut faire plein d'autres très belles choses que d'aller à l'université. Mais voilà, ils ont très vite compris que j'avais envie de m'engager, en tout cas dans l'action publique. Et c'est pour ça que vous avez choisi le droit? Ça vous semblait être un peu la voie royale pour après aller vers la chose publique? Honnêtement, j'ai jamais adoré ça, le droit. Je me suis plutôt embêté dans mes études, sauf de droit public. J'aimais bien le droit public et c'est ce que j'ai fait comme spécialisation, mais qu'on décide vraiment à la fin de ses études. Moi, je voulais faire les sciences politiques, mais il y avait cette espèce d'idée qu'il y avait 4 facultés, le reste n'existait pas, c'était médecine, polytech, Solvay, droit, quoi. Donc là, il y avait quand même un petit atavisme familial, de dire bon, tu peux choisir, mais là-dedans, quoi. Mais honnêtement, ce que j'aurais aimé faire plutôt, c'était Sciences Po, quoi. C'était plutôt ce qui m'intéressait. Le droit est un bel outil, mais par moments, il m'a frustré dans le fait de dire bon, c'est pas tout à fait ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs, je l'ai jamais vraiment exercé, même si à la sortie de l'université, j'ai été engagé par un des plus grands avocats que notre pays ait connu, donc Roger Lallemand, et bon, évidemment, qui lui était un juriste très très pointu, quoi. Et ça vous a évidemment après servi aussi dans votre carrière politique. Sur cette table, il y a une petite figurine d'un personnage. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors c'est Hulk, c'était mon surnom dans les comités de baptême. Alors pourquoi? Parce que bon, j'avais déjà une petite carrure, j'ai beaucoup joué au rugby, tout comme mes enfants jouent beaucoup au rugby. Et un jour, il y a un
trucs comme on connaît dans les comités de baptême, mais je suis bleu à l'époque, en première année, quoi. Et je fais une démonstration où j'arrache mon t-shirt. On devait faire une espèce de figuration. Et voilà, le type qui arrache son t-shirt et qui fait du rugby et qui est un peu baraqué, on attrape vite ce surnom un peu ridicule, qui est Hulk, puisque dans les comités de baptême, tout le monde a des surnoms. C'est pas qu'on veut s'anonymiser, mais c'est parce que c'est plutôt folklorique et on a tous un petit nom. Et on garde d'ailleurs des contacts assez chouettes avec les gens avec qui on était dans les comités. C'est encore des gens qui vous appellent Hulk ou pas? Oui, parfois un peu pourri, les gens qui m'ont connu à l'époque, mais je suis resté assez proche de pas mal de copains d'UNIF, quoi. Donc, c'est marrant parce qu'il y en a d'abord aussi pas mal en politique, qui étaient à l'UNIF. Olivia Petittot, Caroline Désir, Jean Spinette, par exemple, étaient tous dans les élus, en tout cas. Vous avez été le commissaire de baptême d'Olivia Petittot, il paraît. J'ai été le commissaire de baptême d'Olivia Petittot, exactement, et pas que d'elle. Je me souviens même d'une commissaire à Paul Bru, qui est devenue la patronne de la zone à La Hulpe, qui m'a rappelé un jour, je me souviens, j'étais chef de cabinet de Freddy, il me dit, mais tu m'as baptisé. Donc, de temps en temps, j'en ai quelques-uns qui je retrouve comme ça. Mais où j'étais super actif, c'était surtout au cercle du libre examen. J'étais actif au cercle de droit, mais le cercle qui a été vraiment celui dans lequel je me suis vraiment pleinement exprimé et qui se garde de très très bons souvenirs et que je trouve qui est très important à l'ULB, c'est le Librex, quoi. Alors, vous êtes déjà un tribun à cette époque-là? On va quand même montrer... Oui, c'est mon papa derrière. C'est mon papa. Alors d'abord, j'ai des cheveux, donc ça existait. Je dis souvent à mes enfants, j'ai eu des cheveux. Et je ne sais plus ce que c'est comme chose, mais oui, je faisais beaucoup de discours. Alors, je vais même livrer un petit secret, c'est que tous les ans, l'UAE, donc l'Union des anciens étudiants, je crois que c'était eux qui faisaient ça, ou non, c'était un truc parallèle de l'UAE, qui faisait un concours sur la meilleure disserte sur le livre examen. J'en ai écrit beaucoup pour des copains, tout le bazar, parce qu'il y avait un beau prix, je l'avoue. Et oui, j'ai toujours bien aimé les discours. J'ai aimé la parole publique, c'est pas pour rien que je fais le métier que je fais. Et donc déjà, très jeune, j'en écrivais, quoi, oui. Et alors, vous alliez aussi dans beaucoup de manifs à l'époque. Maintenant, je suis de l'autre côté. Oui, voilà. Mais parfois, je propose de déplier le t-shirt qui est sur la table. Ah, voilà. Parce que pour aller en manif, parfois, il faut être équipé. Ah, ça, c'est mon frère qui a fait. Alors, c'est pas mon frère, c'est mes amis du Librex. C'était le t-shirt du Librex qu'on avait sorti, no brain, no headache, donc pas de cerveau, pas de mal de tête. Alors, la photo, évidemment, elle est un peu brutale, hein, donc c'est deux militaires américains. Alors, c'était une photo pour être très clair. Et alors, de l'autre côté, on a vendu ce t-shirt à des milliers d'exemplaires. Hein. On a renfloué les caisses du Librex avec ça. Là, c'est quelqu'un qui se cache. C'est bien que vous l'ayez trouvé, je dis, hein, parce que c'est vraiment une pièce de collection. Qui cache, qui ne veut pas parler, quoi. Et donc, notre boulot, c'était de dire, en se moquant un peu des personnes qui reçoivent des ordres un peu sans peut-être parfois réflexion, de se dire, voilà, on est un cercle de réflexion et on est là pour agiter nos cerveaux. Et moi, je dis toujours, vous savez, le cercle du Librex, il peut être très dur avec moi parfois, et il a raison. Je ne suis plus dans le même rôle. Moi, j'ai reçu les gens du Librex pour parler avec eux, des conférences et tout cela. Au discours de Saint-Vé, ils avaient des revendications très fortes, et je comprends. Moi, j'ai été à leur place, j'ai été très dur aussi avec les dirigeants de l'ULB, les gens que je voyais. Et je crois que c'est le plus important dans notre société, c'est de garder une faculté d'indignation, mais de pouvoir s'engueuler sereinement. Ce que j'ai peur maintenant, c'est qu'il y a des débats qui ne se font plus. En disant, moi, je parle plus. Quand on vous traite de facho, justement. Ouais, quand les jeunes vous disent... Si, parfois, les jeunes se disent, tiens, que vous avez une relation de proximité avec votre police. Oui, mais ça, c'est vrai. À la Cambre, à la Boum, on peut. Mais la Boum, c'était une vraie cicatrice. Hein. La Boum, je le dis souvent. Donc, alors, honnêtement, facho, on peut me traiter de facho, mais c'est par rapport à l'étudiant que vous étiez, qu'est-ce que vous avez étudiant, on doit être dans un revendicatif un peu, parfois de rupture, c'est vrai, mais considérer de continuer à s'engueuler. Et comme je disais, on invitait des personnalités de gauche et de droite pour qu'elles débattent et qu'elles s'engueulent, mais sereinement, sans s'injurier. Parfois, j'ai un peu peur que ces débats aient disparu, de dire non, avec lui je parle pas, avec lui je parle pas. Alors, l'extrême droite, évidemment, elle était à exclure. Sur la Boum, c'était très compliqué. La Boum 1, les autres, c'était un peu des activistes un peu bercés près du mur. Mais la Boum 1, c'est difficile parce que c'est juste des jeunes qui voulaient faire la fête. Et on avait un pic de remontée du Covid. Et donc, à un moment donné, j'ai dû prendre cette décision, c'est vrai, de dire il ne faut pas que ça monte. Je pense qu'on aurait eu 20-30 000 personnes. Et j'avais la responsabilité d'hôpitaux, de maisons de repos. C'est un peu comme l'histoire de Black Lives Matter aussi. Quand j'ai autorisé Black Lives Matter, honnêtement, il y a plein de villes qui l'auraient refusé. Moi, j'ai dit, mais non, il y a ce mouvement mondial et c'est la police qui distribuait les masques et le gel hydroalcoolique. Donc, c'était des choses compliquées. On devait décider entre une mesure sanitaire et l'ordre public. La seule chose que je me suis promis après la Boum 1, c'est vrai, c'est de dire, une fois que le Covid sera fini, pour cette génération qui, pendant 2 ans, était enfermée, ce sera open bar, quoi. Et vous avez vu que sur la ville de Bruxelles, j'ai parfois d'autres critiques de gens
les open air, le fait d'avoir des fêtes, le fait d'être une ville qui est en perpétuel, qui donne une place à la jeunesse pour faire la fête, justement, c'est quelque chose qui fait partie de mon programme politique et que j'assume complètement. Et c'est vrai que j'ai dû prendre ces mesures, parce que c'est ça un bourgmestre aussi, c'est parfois prendre des mesures dures par rapport à des choix complexes, mais ce qu'on attend d'un bourgmestre, c'est de décider. Alors on va revenir sur vous, puisqu'on ne va pas parler politique trop pendant cette période. Juste votre engagement quand même, pour terminer sur le chapitre politique, il est né comment? Alors vous êtes dans une famille quand même déjà à la base, où la politique en tout cas, je suppose, fait partie des repas à table, ou On faisait vous ce qu'on a... emmenez les copains du NIF coller Ça les commence avant. affiches du tonton. C'est les 3 JT. Donc on regarde RTL, RTB, France 2. Ouais. Donc on passe 1h30 à regarder de l'info. Je ne sais pas si on imagine aujourd'hui ce que ça veut dire, où on doit voir en 2 minutes les choses. Donc on regardait les 3 JT. Donc on mangeait assez tôt et on enchaînait les JT parce qu'il fallait avoir toute la couverture d'informations. C'était quand je partais dans une colonie de partir, moi je ne savais pas m'endormir sans écouter le journal de 22h30 d'Europe 1. Europe 1 qui n'était pas la radio actuelle de Bolloré extrêmement limite, qui était une radio généraliste. On aurait pu écouter France Inter, mais c'était Europe 1 à 22h30 qui avait un journal spécial d'un quart d'heure, 20 minutes. Je devais l'écouter en m'endormant. Et donc ça a d'abord été l'information. J'ai beaucoup lu, j'avais la chance, mon père était abonné au soir, donc on avait les journaux, on avait tout cela. Et puis j'ai eu de la chance que mes parents faisaient table ouverte à des intellectuels, des journalistes, des gens du milieu des affaires, des avocats, des gens qui travaillaient pour les mutuelles, des docteurs. Et le mardi soir, il y avait un dîner où ils étaient là. Et c'était admis que mes frères et moi, on puisse assister aux conversations souvent très emballées sur la société. Évidemment, ça vous forge, quoi. Donc ça, c'est la chance que m'ont donné mes parents, c'est de pouvoir rencontrer des gens de tous les milieux, depuis les directeurs de théâtre, je vous dis, à des gens vraiment de tous les milieux qui pouvaient m'expliquer, enfin pas m'expliquer à moi, mais qui, par leur discussion sur la société, m'ont amené à m'y intéresser. Et donc là, vous vous êtes dit, on va effectivement s'engager quelque part aussi. Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui? Ce qui nous indigne le plus, c'est tous les exclus, quoi. C'est qu'on est dans une ville riche où malheureusement il y a encore de l'extrême pauvreté. Je pense qu'une des vraies clés, il faut le continuer à le dire, c'est l'enseignement. C'est le premier budget de la ville de Bruxelles. C'est vraiment le cœur du réacteur de notre société. C'est vraiment là-dessus que j'ai vu des discriminations disparaître. Et moi, je n'oublie pas le travail de 2 femmes qui m'ont vraiment marqué, où j'ai eu 3. Il y a 3 femmes qui m'ont marqué dans ce basculement sur l'enseignement. C'est Marie-Arena et Fouzia Harish. Quand elles ont décidé le décret inscription, c'est tellement décrié. Mais moi, j'ai vu cette discrimination. Je venais de Robert Cateau. À Robert Cateau, ne rentrez pas qui vous voulez. Et je me souvenais toujours de ce papa des Marolles qui dit « Moi, je n'ai qu'un objectif. Je voudrais que mon fils aille à Cateau. J'habite le quartier et chaque fois, on m'explique que ce n'est pas possible. » Et aujourd'hui, je me souviens du travail de Marie et du travail de Fouzia. Et puis après, de Caroline Désir, ma copine du NIF, qui me charrie, qui me dit « Mais un jour, tu vas comprendre que l'enseignement, parce qu'elle a toujours voulu être ministre de l'enseignement, c'est vraiment la base qui peut faire changer notre société. » Je l'ai vu. Aujourd'hui, je vois dans les quartiers combien les familles font attention à ça, combien d'enfants vont à l'université alors qu'ils sont les premiers de leur famille à y aller, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait changer les choses. Et donc la vraie lutte contre la pauvreté, la vraie lutte contre la précarité, c'est de fournir le plus possible et le plus longtemps possible un enseignement accessible à tous. Alors, on l'aura compris, l'université vous a permis aussi de vous faire des amis. On vous dit très fidèle en amitié, vous reconnaissez? Très énorme. Je sais pas, il faut vraiment qu'ils aient fait un truc terrible pour que je décide de couper avec eux. Donc je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle en amitié. Vous y rencontrez aussi votre épouse? Exact. Faculté de droit, alors pas dans les auditoires, ouais. Plutôt dans les fêtes. Et justement, j'allais venir, les fêtes, c'est quelque chose que vous faites beaucoup à l'époque, non? Oui, moi je trouve que moi je suis un homme de la nuit aussi. Même si je fais beaucoup de sport et que j'en faisais beaucoup, d'abord la nuit, on a ce sentiment vraiment différent, on rencontre des gens incroyables. Donc j'ai toujours été proche des boîtes, des soirées, de l'événementiel en général. Et moi, j'ai besoin de cette fête, parce que cette fête, il y a un moment de communion, quoi. Et nos sociétés, quand elles communient, elles vont mieux. Et donc c'est vrai que parfois on me dit « Ouais, c'est le bourgmestre de la fête », mais on ne peut pas me faire plus plaisir. Moi, je suis le bourgmestre de la fête et je l'assume complètement. Et vous continuez à la faire, la fête? Oui, énorme. Je suis épaté par les excès d'avant. Ouais, dans les excès qu'on avait, c'était surtout l'alcool. Moi, j'ai jamais touché aux drogues, quoi. Oui, j'ai déjà fumé un pétard, oui, j'ai déjà fumé évidemment, mais je n'ai jamais, comme je faisais beaucoup de sport, j'ai beaucoup fumé. Par contre, j'ai fumé jusqu'à 42 ans, 2 paquets et demi par jour, c'était horrible. J'ai un de mes amis qui disait que fumer était un mi-temps pour moi.
J'ai jamais été, franchement, à part le hashish, la drogue, c'était pas mon truc. Par contre, c'est vrai qu'on buvait beaucoup. À la salle GFK, la salle des fêtes de l'université, ben ouais, c'était à fond, à fond, à fond. On y allait un peu trop fort, quoi. Et après, dans les sorties, c'était les whisky coca, les choses comme ça. Donc, ouais, pardon. Alors, ça compensait par le fait qu'on faisait beaucoup de sport, mais quand même, oui, il y a un côté excessif quand on est jeune, c'est vrai. Moi, ce que je dis par rapport aux assuétudes, en général, parce que je suis connu aussi pour travailler là-dessus, c'est fixons un cadre et aidons les gens aussi à trouver une mesure, quoi. Alors, une de vos assuétudes, on va dire, c'est le sport. Hein, vous l'avez dit, il y a le rugby. Donc, sur cette table, il y a... Là, je suis complètement cassé, c'est fini. C'est fini, vous ne pouvez ouais, plus. voilà. En plus, mes fils sont devenus tellement meilleurs que moi, ils me mettent la Vous pâtée. avez peur de vous faire plaquer, c'est ça? Je n'oserais pas. Donc, j'ai essayé de bloquer. J'ai un fils qui joue en France. Il avait 16 ans, j'ai essayé de le bloquer. J'ai eu mal à l'épaule pendant 1 an. Donc, j'ai dit, bon, c'est bon, quoi, là, c'est fini. Donc, malheureusement, le rugby, j'ai tout qui est cassé. Donc, il y a le vélo à la place? Le vélo qui est incroyable, ça c'est vraiment, je peux le dire, c'est vraiment un des pour les et un peu de muscu, d'entraînement chez moi. Et un peu de course aussi? Alors j'ai réessayé, mais franchement mes genoux tiennent plus, donc je me suis fait engueuler par mon médecin, donc j'ai arrêté parce que j'ai eu une prothèse de genou à 48 ans, ce qui est très jeune. À cause du sport? À cause du rugby, moi j'ai eu beaucoup d'accidents de genoux comme beaucoup de sportifs, et donc voilà j'ai dû et cette prothèse, voilà la course à pied c'est pas bon. Je regrette parce que c'est un truc que j'aimais bien faire. Avec ma femme, c'était parce qu'elle était une coureuse, elle était marathonienne et tout, et hockeyeuse aussi. Mais voilà, on est dans une famille sportive et on continue à aimer le sport tous. Et vous prenez les bains glacés, c'est pour... Ah, vous êtes au courant de ça. C'est pour la récupération ou c'est le coup de J'avais fouet des du gros matin? problèmes de dos. J'avais des gros problèmes. Vous avez des problèmes de dos, on vous dit que vous avez une hernie, vous êtes vieux, c'est comme ça. Franchement, on va vous dire des infiltrations. La première chose, c'est gainer, quoi. Vous devez gainer votre ceinture abdominale, c'est la première chose. Je ne veux pas faire le coach. Et 2, les bains froids. C'est incroyable. Tout le monde se dit que ça paraît impossible. C'est d'abord un vrai travail sur soi-même. Ça veut dire que ça va de... Alors, en dessous de 7 degrés, sinon ça n'a pas d'efficacité. Mais franchement, c'est un investissement. Quand vous avez plus de 50 ans, le bain froid en récupération, c'est incroyable. Bon, je vais attendre encore un petit peu. J'ennuie tout le monde avec mes bains froids. Donc, je peux le dire, je fais la pub auprès de tout le monde. Alors, mais honnêtement, si vous voulez prendre soin de vous, ça marche bien. Là, la douche froide, c'était plutôt avec Anderlecht, non? Ouais, c'est dur. Ouais. C'est quand même le club de mon cœur. Hein. Alors, bizarrement, le premier match que j'ai vu, une belle écharpe hein, quand même, le premier club que j'ai été voir, c'était le Standard de Liège. Parce que, en fait, mon prof d'école primaire était responsable du marquoir du Standard. Et quand on était sage, on recevait des billets pour aller voir ce que c'est les matchs. Et puis, alors, c'est quand j'étais au parti, je me suis un peu éloigné du foot. J'ai regardé le foot comme ça, mais j'étais tellement rugby. Et puis, c'est à l'Institut Émile van der Velde, qui est l'Institut d'études du PS. Où vous avez commencé, voilà, enfin, vous avez travaillé aussi. Voilà, où j'ai travaillé avec 2 personnes qui travaillent maintenant pour la région bruxelloise, qui sont Benjamin Cadranel et Gilles Delforge, et une personne malheureusement disparue, qui est un de mes grands amis, qui est Henri Diener. On a décidé de s'abonner au Sporting d'Anderlecht dans le Haut-Side, le COP d'Anderlecht, derrière les Gaules, quoi. Et on a passé des années incroyables. En plus, c'était des années, pour ceux qui connaissent, de Radzinski et Kohler et de bien d'autres, de Gourde. Enfin, on a passé des moments incroyables dans le stade. Anderlecht a eu des grands moments. C'est 10 ans que c'est difficile. Mais voilà, ça reste un club qui a des supporters qui restent là, malgré tout, qui sont fâchés pour l'instant. Mais voilà, je veux leur dire qu'en tout cas, tout est fait pour que le club se redresse et on va continuer à y travailler. Mais vous n'auriez pas détruit les sièges du Stade Roi-Baudouin? Non, c'est vraiment une mauvaise image. Vraiment, le problème, voilà, au-delà de la facture qui va être envoyée, il faut qu'on puisse ramener les familles dans les stades de foot, quoi. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il faut un peu de folklore, se charrier, ça se fait honnêtement. Mais pas de racisme, pas d'antisémitisme. Hein. Il y a quand même eu des actes quand même extrêmement graves qui continuent à passer. On a vu malheureusement ce qui s'est passé aussi au match Standard-Charleroi. Ça ne peut pas arriver, quoi. Il faut pouvoir se charrier au foot. Mais moi, je rêve que ça devienne comme le rugby. Moi, j'ai vu des dizaines de matchs de rugby, notamment plein au Stade de France. Les supporters sont mélangés. Donc, vous n'allez jamais, moi je n'ai jamais vu une bagarre. J'ai été voir des matchs au Pays de Galles, j'ai été voir des matchs en France, j'ai été voir des matchs un peu partout. Je n'ai jamais vu une bagarre entre supporters, jamais, jamais. Sur le terrain, c'est parfois chaud. Mais on ne touche pas un supporter adverse, quoi. Il y a une ambiance, on se charrie, on va un peu se retourner quand il y aura l'essai. Mais il faut que le foot passe à autre chose. On ne peut pas vivre ça, quoi. Il faut maintenant durcir le discours. Il faut des tifos, il faut des ultras. Attention, moi je défends les ultras parce que je pense que ça fait partie. Une culture foot quand même. Une culture foot, c'est important. Donc moi, je pense que si on les encadre, moi je vais être franc, je connais bien les ultras d'Anderlecht, je pense qu'il y a des gens, franchement, ils font vivre le club, quoi. Mais évidemment, quand ça commence à être de l'agressivité, de la violence, choses comme ça, c'est inadmissible.
Alors, il y a certains de vos amis qui disent que vous n'avez qu'un seul défaut, c'est d'aimer ceci. Ça, c'est pas de l'amour, ça c'est le plus grand. C'est Motorhead. Donc, je l'ai même sur mon téléphone, Ouais. j'ai la photo de mes enfants ou Motorhead. Même sur mon bureau à l'hôtel de ville, puisque maintenant on peut visiter, il y a la statue de Lemmy que j'ai reçue quand j'ai quitté le Parlement. Donc quand je suis devenu bourgmestre, j'ai décidé de décumuler de moi-même, c'était avant la loi du décumul. Et le groupe m'a offert cette statuette de Lemmy Kilmister, qui est le frontman, le leader de Motorhead, malheureusement décédé, qui est sur mon bureau, qui trône là. Donc oui, j'aime beaucoup le métal, mais c'est vraiment une passion énorme. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans le métal? J'ai 12 ans, je me souviens, on était avec mon petit frère, on a un copain qui était à l'école, qui écoutait AC/DC, qui veut vendre ses disques pour acheter le Thriller de Michael Jackson, le fameux album. On lui rachète AC/DC, dont un live incroyable qui s'appelle If You Want Blood, You've Got It, où on voit Angus Young, le guitariste, qui se fait transpercer par une guitare avec plein de sang, avec Bon Scott à côté, un truc de dingue. Et puis à 13 ans, ma marraine me demande qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, et je dis, je venais de découvrir Iron Maiden, je voudrais aller voir Iron Maiden à Forêt Nationale, et je vais voir Iron Maiden, et puis là, on n'a plus arrêté, j'ai vraiment gonflé mes parents, ma femme, un de mes enfants, l'autre aime bien, mais j'ai gonflé beaucoup de monde avec ma musique, ça c'est vrai. Ouais, je peux comprendre. Mais c'est une culture aussi incroyable, vous êtes métalleux, à un moment donné, vous vivez cette communauté qui est extrêmement pacifique, qui est extrêmement sympa. Je me souviens à l'hôtel de ville, il y a un magasin mythique du centre-ville qui s'appelait chez Annick. Annick, elle avait tous les métalleux, on adore avoir les t-shirts des groupes, les patchs, les bagues, les colliers, les bracelets de force. On a un culte du vêtement. Moi, j'ai des dizaines de t-shirts de groupes métal. C'est un peu ridicule, mais chaque fois, ma femme est désespérée quand je les mets. Mais ça, c'est mon moment à moi. Je suis en vacances, je mets un t-shirt Slayer, je sais que je suis en vacances. Et on a fêté à l'hôtel de ville la fin du magasin d'Annick qui prenait sa retraite, quoi. Elle a fait venir un groupe qui s'appelle Girls School, qui est un groupe de métal féminin incroyable. Il y avait tout plein de gens qui étaient là et c'était hyper émouvant. Et Annick, en même temps, elle est une des égéries de tous les métalleux, la connaissent dans son magasin. Et en même temps, son autre grand combat, c'est la défense des animaux. Donc vous voyez, ça paraît parfois, on se dit, tiens, est-ce que ça va être aller ensemble. Donc les métalleux, c'est vraiment une bande à part. C'est une bande à part et un peu bisounours. Pour terminer, moi je voudrais savoir, vous devenez donc bourgmestre de la ville de Bruxelles en 2017, vous l'êtes toujours aujourd'hui. Ce costume, comment vous vous sentez dedans? J'aime cette ville. Vous savez, quand je pars de chez Elio Di Rupo pour aller rejoindre Freddy Tillmans en 2001, en fait j'accomplis déjà un rêve qui était de travailler. J'ai toujours été un fan du niveau local. C'est vrai que alors la ville de Bruxelles... Vous voyez un ministre quand même à un moment donné, oui, on vous aurait imaginé ministre-président plutôt. Sûrement, et ça ne s'est pas mis, et la vie politique elle est comme ça, mais j'ai une carrière, franchement, j'aurais jamais cru faire ce que je fais, et je veux remercier les gens qui me font confiance. Chaque élection, je progresse en score, et donc vraiment merci, parce que je répète, on n'est pas des aristocrates, nous, si les gens veulent plus de nous, ils nous mettent dehors, et c'est normal. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait des alternances, quoi, donc, mais vraiment d'être bourgmestre à la ville. J'essaye de rester quelqu'un de humble, pas de modeste, parce que quand on est bourgmestre, il faut une ambition pour sa ville. Mais il faut rester humble, savoir qu'on est de passage, même si à terme on aura son buste, donc on trônera avec ses collègues dans l'hôtel de ville. Mais sur le reste, non, je suis hyper heureux. J'adore cette ville, j'adore ses recoins, et j'adore aussi travailler avec mes collègues. Je tiens à le dire, il y a une bonne ambiance entre bourgmestres à Bruxelles. On essaie vraiment de trouver des solutions. Et c'est ce que je pense le plus important, c'est que le rôle d'un bourgmestre, c'est quand même de bâtir des ponts, et particulièrement bourgmestre de la capitale du pays. Moi, comme je dis toujours, je travaille avec les Flamands, je travaille avec les Wallons, je travaille avec mes collègues des autres communes. J'essaie de toujours trouver qu'est-ce qui va pouvoir être positif. Et donc, c'est un costume dans lequel je ne me sens ni à l'étroit et que je n'ai pas vraiment envie de quitter. Quel est votre rêve personnel? Pas pour la ville, hein, pour vous. Mes enfants. Après, à un moment donné, on a notre vie à ma compagne et moi, et donc on est très heureux, et on fait aussi beaucoup de sport, on est fan de montagne par exemple, des choses comme ça, mais c'est surtout mes enfants. Ils ont des rêves, j'espère qu'ils vont les réaliser, et leur réussite, ce sera ma plus grande réussite. Merci. Philippe Claus pour ces confidences. Merci à vous.